à chaque fois qu'il y a une réconciliation, l'ONU, comme les autres, comme les Occidentaux, sont fous de rage, surtout quand c'est une réconciliation qui se passe sans l'intervention de Mistura et de l'ONU. En fait, Forcément. le de Mistura étant l'intermédiaire de l'ONU pour la résolution, entre guillemets, des problèmes anciens. D'accord. Posez-moi la question, vous vouliez dire quelque chose. Oui, 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 parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez et toute la Ouais, difficulté consistant à faire sortir d'une part les terroristes d'Alep-Est, mais surtout les civils, c'est que on a ouais, appris que euh, et vous pourrez me le confirmer, qu'en fait les civils ne peuvent sortir qu'en famille complète. Parce que si un seul de la famille, ou même s'il reste une seule personne d'une famille qui a réussi à s'échapper, les terroristes l'assassinent. En tout cas, avant que ça arrive, les terroristes menacent en disant si d'ailleurs ils ne laissent sortir en fait la famille que par morceaux entre guillemets pour pouvoir faire pression sur ceux qui restent avec eux. En plus du fait qu'ils se servent des civils comme bouclier humain. C'est là toute la difficulté. Hein. oui, 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 c'est vrai. De toute façon, c'est un fait et ils sont très créatifs entre guillemets dans ces horreurs, dans Oui, leurs horreurs, par rapport à la fois à la torture psychologique, mais en même temps à l'utilisation des gens. C'est vrai. oui. Mais bon, donc c'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai que à chaque fois que comment dire, à chaque fois que les forces extérieures diminuent leur poids Oui. sur les terroristes, etc. Ceux qui sont syriens ont tendance aussi à À jeter l'éponge. voilà, tout à fait. Mhm. Et ils ont tendance à jeter l'éponge parce que aussi, quand ils sortent, ils disent on en a marre de recevoir des ordres des Tchétchènes, des Anglais, des Français, des Britanniques, etc. et des Turcs. Donc, il y a eu même chez eux un réveil du sentiment national parce que eux, ils pensaient, ils ont été dévoyés, ils pensaient que ils allaient faire une révolution, ou alors ils étaient embrigadés de force, ou alors Oui, ils étaient payés, oui. achetés pour ça, etc. Et puis à force, effectivement, ça fait 6 ans, et les gens commencent à trouver que ils voient clairement que de toute façon, ça n'a servi qu'à les rendre esclaves, eux-mêmes déjà. Oui. Donc voilà. Alors moi, je voudrais parler quand même des réconciliations qui, malgré tout, font tache d'huile dans le pays. On a commencé par, enfin, il y a eu les réconciliations de Daraya, de Mardamiye, etc. Mhm. Et aujourd'hui, il y a je l'espère, et en fait, on pense qu'il y a des réconciliations qui se préparent à Douma, à Harasta, etc. Donc, dans tous les grands fiefs, en fait, Oui, et les grands foyers de terroristes qui sont dans les régions autour des villes. oui. Ces réconciliations se font justement, donc les civils se font pratiquement l'accord de base, c'est le même en fait, c'est que les terroristes sortent hein, euh, et on les accompagne là où ils veulent. Et on Mhm. les accompagne réellement sans les arrêter. Alors il y avait des cars entiers avec des vitres fumées, à l'image un peu de ce qui s'est passé à Homs et dans le quartier Al-Wa'ed. Et ils partent avec des vitres fumées où l'armée s'engage à ne pas regarder dedans, etc. Et ils sortent avec une arme légère et on les conduit soit à Idlib, soit à Raqqa. Oui. Et voilà. Donc ceux qui veulent continuer à se battre. Hein. Et ceux qui veulent se rendre, ils régularisent leur situation
Je rappelle qu'il y avait une amnistie générale en fait pour ceux qui a été décidée par le président Assad et qui hier a été encore l'effet de cette amnistie a été encore prolongé de 2 mois parce que c'était dans 2 mois et là ça a été hier dans un communiqué dans une décision présidentielle ça a été prolongé encore de 2 mois. Donc c'est encore la possibilité pour ceux qui veulent se rendre et régulariser leur situation de le faire. Et un passage pas seulement sauf, mais en fait la population civile qui sort. Donc ceux qui régularisent leur situation, ils redeviennent des citoyens normaux et ils reprennent une vie normale. Et la population civile, donc les familles, pour la plupart d'ailleurs, la population civile sont les familles à la fois des terroristes et des gens qui étaient pris en otage. Parce que il faut quand même reconnaître que dans les lieux où sévissent les terroristes, la plupart des gens ont fui les lieux et sont venus se réfugier à l'intérieur du pays, donc soit à Damas, soit dans les autres villes, etc. Mais toujours dans les lieux qui sont protégés par le gouvernement. Oui. Donc le nombre de personnes qui restent, il est beaucoup moins important qu'on veut bien le dire et que les médias occidentaux le disent. Parce que, par exemple, à Daraya, il parlait de 4000 personnes, etc. Et finalement, c'était 700 avec leur famille. Donc, c'est aussi un peu ce type de mensonge-là que les médias occidentaux font planer systématiquement et manipulent systématiquement l'opinion avec ça. D'ailleurs, Essar, je crois que... Alors, pardon, juste que je termine sur les réconciliations. Donc, en fait, il y a eu, dans le mois précédent, des réconciliations importantes dans la ville de Daraya, de Ma'addamiya, de Qudsiya, de Hamé et de Douma, pas Douma non, mais en fait, des villes autour de Damas, des villes autour de Homs, des villes autour de Hama et autour aussi d'Alep, hein, il faut aussi le dire. Donc c'est ça qui fait bondir, je crois, tous les occidentaux, parce qu'ils n'ont pas envie que ça se termine et ils n'ont pas envie que les Syriens puissent discuter avec les Syriens. Dernier point. Aujourd'hui, de Mistura, enfin les Russes disent clairement, et après avoir essayé, et Dieu sait combien ils ont tenté de dire que les Américains doivent séparer les terroristes, les factions terroristes de ceux qu'ils appellent modérés, etc. Et en fait, là, il y a eu un deuxième cessez-le-feu qui a été déclaré avant-hier, exactement. Et immédiatement, il y a 27 groupes qui l'ont refusé. 27 groupes terroristes qui ont dit nous ne reconnaissons pas ce cessez-le-feu et il pleut aujourd'hui des missiles sur la tête des habitants d'Alep. Il y a eu des dizaines d'enfants qui sont morts. Il y a eu des attaques contre des écoles, enfin des missiles qui tombent sur des écoles, des enfants qui sont tués, des enfants qui sont handicapés, qui ont perdu leurs jambes, qui ont perdu leurs yeux, et c'est particulièrement les écoles et les facs qui sont visées. Bon, mais ça, bien sûr, ça n'est jamais répercuté dans les médias occidentaux. Par contre, c'est toujours arrêter le siège d'Alep Est, en fait. Donc, voilà, c'est quand même assez, je ne peux pas dire surprenant, parce que moi, ça me surprend pas, puisque ce sont des criminels contre le peuple, mais il y a des gens qui pensent aussi que tout ce battage humanitaire, humaniste, etc.,
est vrai parce que les Occidentaux ont vraiment peur pour le peuple syrien. Alors bon, ça fait un peu sourire par certains côtés. Et malheureusement, ça fait pas sourire, mais ça fait rager. Oui. Voilà. Alors justement, du coup, ça fait deux parenthèses, puisque par rapport à ce que vous disiez à l'instant, la première, pour être en ligne à ce que vous venez de dire, c'est que la population, la fameuse population qui est dénoncée, c'est celle qui est prétendue présente en grand nombre, par exemple à Alep-Est. Vous parlez tout à l'heure de Daraya, où était estimé le nombre de civils à 4000. Et il semblerait que les 50 Syriens qui ont réussi à s'échapper d'Alep-Est ont eux complètement, je dirais, invalidé les chiffres ahurissants de 250 ou 300 000 civils, pour n'en citer que quelques milliers. C'est-à-dire que dans Alep-Est, en réalité, donc les Syriens qui ont réussi à s'échapper d'Alep-Est, eux considèrent qu'il y a quelques milliers seulement de civils retenus en otage par les terroristes. Ça, c'est une chose. Et vous parliez du fait que les terroristes visent apparemment en priorité les facs et les écoles, et jusqu'à même faire ce qu'on appelle des false flags. Hein. On a accusé la Syrie et la Russie, comme c'est le cas de l'école de Idlib, hein, si vous vouliez en dire plus sur ce sujet. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est en fait l'école d'Idlib est un cas aussi où ils disent ça y est, il y a eu un bombardement russe sur l'école d'Idlib ou syrien, et en fait finalement c'était un drone américain qui survolait cette ville. Et c'est habituel, en fait. C'est habituel, ils font les massacres et eux, ils les mettent sur le dos du gouvernement depuis le début. Hein. Oui. Je rappelle tous les nombreux massacres qui ont été faits. Ils ont été faits par les terroristes, ils ont été mis sur le dos des forces de l'État, et en particulier le fameux massacre d'Al-Houla, de Houla, qui a occasionné la rupture des relations de tous les pays européens avec la Syrie, et puis le retrait de tous les ambassadeurs, etc. Depuis ce temps-là, alors que finalement c'était les terroristes qui avaient fait le massacre, et c'était des familles entières de personnes qui s'étaient présentées aux élections législatives en Syrie et qui avaient réussi, qui ont été massacrées. Donc c'est clairement ça. Aujourd'hui, il y a des missiles sur Qaddaha, il y a des missiles sur des différentes villes, des missiles à Dera sur l'école qui s'appelle Zat Nitaqin. C'est une école primaire qui a reçu des missiles, et il y a eu des dizaines d'enfants qui ont été pas seulement blessés, handicapés, etc., mais il y avait des dizaines de morts. À Idlib aussi, cette école où il y a 6 enfants qui sont morts. À Halab, à Alep, pareil en fait. Mais en même temps, il faut voir aussi ce dont ils accusent la Syrie et la Russie. Vous vous rappelez aussi, il y avait cette histoire aussi de bombardement d'un hôpital, soi-disant, oui. à Alep-Est. Oui. Aussi. Et ben finalement, c'était rien du tout. C'est systématique, mais d'un autre côté, par contre, eux, quand ils bombardent les écoles, ils bombardent les hôpitaux réellement. Oui. Le grand hôpital El-Kindi, qui a été transformé complètement en tas de pierres, alors que c'était le plus grand hôpital de la Syrie. C'était un hôpital qui était conçu pour être un hôpital de l'ensemble de la région, 800 lits avec un équipement de pointe en chirurgie, dans les salles de chirurgie, en appareillage,
scanner, IRM, etc. Et ben, cet hôpital, El-Kindi, a été réduit à un état de pierre, mais après des années de siège, après avoir tué toute une cargaison qui était dedans, après, enfin bon, c'est quelque chose d'assez fou. Et je pense que l'histoire racontera toujours la résistance de ces soldats héroïques qui étaient assiégés pendant 2 ans dans cet hôpital et qui aujourd'hui n'est plus qu'un tas de pierres. C'est quelque chose d'absolument révoltant, la manipulation du mensonge médiatique et de la création de faits, de faux faits et de mensonges, mais tout ça coordonné avec une attaque systématique contre la population civile, et en même temps une campagne et une propagande où on fait croire au peuple, aux gens, qu'on pleure pour les civils et on leur envoie de l'aide humanitaire, etc. On veut pas d'aide humanitaire, on veut qu'on nous laisse vivre et qu'on nous le permette et qu'on permette au peuple de construire eux-mêmes leur pays et qu'on enlève ce blocus qui les empêche de vivre. Et par là, je fais aussi un passage sur le blocus de Gaza. Ça fait combien d'années que Gaza est sous blocus aussi? Et pourquoi? Parce que il y a eu des élections à Gaza et que les Gazaouis ont choisi Hamas alors qu'il y avait un contrôle international de ces élections et parce que Hamas ne plaisait pas à ces messieurs des États-Unis ou des pays occidentaux, mais aujourd'hui ils ont fini par utiliser une partie de Hamas aussi contre eux-mêmes, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est quelque chose d'assez affolant et c'est une politique systématique de destruction des nations, de destruction des États et pour faire valoir cette fameuse théorie du chaos qui n'est d'ailleurs un secret pour personne puisqu'il y a eu des théories, il y a eu des livres qui ont été écrits et c'est la politique, effectivement, c'est la stratégie américaine. Je voulais, si vous le voulez bien, faire une petite précision sur l'hôpital dont vous avez parlé juste avant. Effectivement, un hôpital qui est maintenant réduit en tas de pierres. Vous disiez à fort juste raison que évidemment la propagande en Occident occulte complètement ces sujets-là. Mais ça devient dangereux parce que à force d'être systématiquement fixé dans une certaine direction, sans voir qu'à côté il y a des éléments, je dirais, d'information qui contredisent cette propagande. Je me rappelle de cette vidéo qui a été tournée même par les terroristes, où un camion, je pense que ça devait être un camion 19 tonnes surchargé d'explosifs, donc il y avait à peu près une trentaine de tonnes d'explosifs, et l'hôpital était effectivement, comme vous le disiez, depuis 2 ans résistait à l'avancée des terroristes, et les terroristes ont tué les soldats syriens qui gardaient cet hôpital avec un camion piégé, avec donc cette trentaine de tonnes d'explosifs. Cette vidéo elle circule encore sur internet, donc tout le monde peut la voir, et c'est la preuve absolue que l'hôpital était impraticable. Il n'était pas du tout considéré comme un hôpital au moment où l'explosion a eu lieu, mais comme un tas de gravats. Tout à fait. Ben, aujourd'hui, c'est un tas de pierres, tout simplement. Voilà. Effectivement. Et puis il y a ces hôpitaux, je dirais improvisés, qui sont pas signalés par MSF, que les Russes ou les Syriens peuvent bombarder sans se rendre compte que c'est un hôpital, mais c'est marqué nulle part. Et les Occidentaux en profitent pour accuser la Russie et la Syrie d'avoir bombardé sciemment les hôpitaux alors que rien n'indiquait que c'était un hôpital. Ajouter au fait que ça ne l'est peut-être pas. Oui, absolument. C'est un false flag aussi.
c'est un vrai absolument, mensonge, quoi. C'est abs- ça. absolument. Donc voilà, ça c'est un point important. Euh, je, je- je voulais focaliser sur deux éléments qui sont assez Hein, liés. C'est le risque que la Turquie fasse volte-face, en même temps hein, que, je dirais, les terroristes de Daesh fuient d'une manière assez tranquille la ville de Mossoul en Irak. Ce qui peut faire penser d'ailleurs que la bataille de Mossoul organisée par les Américains, enfin la coalition US, aura hein, pour objectif en réalité de justifier le fait d'envoyer pratiquement tous les effectifs de Daesh en Syrie, à Raqqa ou à Deir ez-Zor, pour préparer une éventuelle offensive future. Et hein, il y a aussi la réaction du gouvernement syrien. D'abord, et vous en aviez parlé tout à l'heure, la chasse turque avait fait 150 morts, je crois, dans le nord de la Syrie. Et tout dernièrement, la Syrie, donc Damas, a émis un ultimatum à l'endroit d'Ankara que cette fois-ci, en fait, elle ne tolérerait plus d'incursions aériennes dans son hein, espace aérien. Et elle a hein. même tout dernièrement apparemment bombardé les soi-disant factions rebelles qui accompagnent l'armée turque et qui s'approchent dangereusement d'Alep en fait. Effectivement, en fait, la Turquie bombarde essentiellement les villages qu'elle prétend être des villages kurdes, mais qui sont des villages syriens aux côtes, sur les frontières syro-turques. Hein. Mhm. Et donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui s'est produit, c'est que les forces kurdes démocratiques, là, entre guillemets, Mhm. qui étaient avec la coalition de Riyad, en fait, Oui, au niveau des non, en fait, que la coalition de Riyad acceptait de reconnaître, refusé de reconnaître parmi eux, mais d'accord. qui était aussi dans l'opposition. Donc c'est le parti démocrate kurde, qui était acharné contre l'État syrien, qui voulait se séparer, etc. Oui, Aujourd'hui, il déclare, et donc ça c'est le parti de Muslim, il s'appelle Muslim, qui déclare que de toute façon, face aux Turcs, ils vont s'allier à l'armée syrienne pour combattre l'avancée turque. Et ça, c'est un point que je salue et je pense qu'il est très important. oui, C'est un tournant important en fait dans ces coins. Alors que l'armée de l'autre côté, l'armée américaine utilise les Kurdes pour oui, combattre Daesh oui. et essaye de c'est eux qui, enfin c'est les Américains qui ont bombardé les ponts de d'Erzur et en même temps ils utilisaient en fait les Kurdes de l'est de l'Euphrate, hein, soi-disant pour ils se créent un État kurde. Mm. Et là, il y a quand même une prise de conscience des Kurdes, hein, qui se fait. Et ils se rendent compte que les États-Unis les manipulent et les utilisent et les instrumentalisent. Comme ils le font toujours. Et oui, mais ils se sont rendus compte en fait de ça Oui. Mm. et ils commencent à dire, à faire des déclarations qu'ils sont pas du tout pour un État kurde, que ils veulent rester sous l'autorité syrienne, enfin dans l'État syrien, qu'ils s'estiment syriens et rien d'autre. De toute façon, la Syrie, c'est ça, c'est tous ses composants. Donc, je pense que c'est ce que ne voulaient pas les Américains est en train de se produire, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience face à eux et face à la Turquie,
Oui. qui fait que peut-être les gens iront plus dans le sens de l'unité nationale syrienne. Et ça, c'est un point très positif. Par contre, c'est vrai que les Américains continuent à utiliser les Kurdes contre Daesh d'un côté et puis contre les Irakiens aussi, surtout. Il faut dire contre le Hashd al-Sha'bi, en fait, contre les forces populaires irakiennes qui combattaient Daesh. Ils voulaient utiliser les Kurdes contre eux et ça ne marche plus. Par contre, c'est vrai, ils ont réussi à créer des inimitiés entre et des scissions, je dirais, dans la région qui est de Deir à l'est de l'Euphrate, entre les Kurdes et les Arabes et les autres composantes du secteur, puisque les Kurdes ont commencé à pousser certains à quitter leur maison, etc. À Saké en particulier? Pardon? C'était, y avait eu des oui, à Saké, exact, hein? à Hasake, Oui, oui. tout à fait. Oui, oui, à Hasake, ils ont réussi à antagoniser les autres populations, enfin toute la population qui n'est pas kurde. Et ça a commencé à créer des scissions dans la population, mais maintenant c'est revenu avec l'intervention américaine, l'unité est revenue. Ça c'est bien. Oui. Si vous me permettez, je vais faire un petit point important. Oui. C'est sur concernant les ponts détruits, parce que déjà. Ouais. C'est une première chose, détruire un pont, on voit pas très bien l'intérêt de détruire un pont, c'est un ouvrage d'art, c'est une construction civile, hein. Donc on voit pas très bien l'intérêt des Américains de détruire des ponts, sauf si leur intention, et c'est probablement là la stratégie déployée, sauf s'ils ont l'intention d'empêcher à ce que l'armée syrienne traverse l'Euphrate, c'est-à-dire en fait pour créer des difficultés beaucoup plus importantes à l'armée syrienne dans le cas où après la victoire à Alep, une offensive serait décidée sur Raqqa et Deir ez-Zor, puisque c'est Raqqa, je crois, est complètement de l'autre côté de l'Euphrate, alors que Deir ez-Zor, il y a une partie de la ville qui doit être à cheval sur les deux rives, hein, il me semble. Hein. Oui. Et donc là, ça voudrait dire en fait que les Américains essayent de préparer l'isolement de la partie est de la Syrie, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate. En cassant ces ponts, elle rend beaucoup plus difficile la traversée, puisque forcément... Tout à fait, je crois que c'est ça le plan, effectivement. Je crois que c'est ça le plan, et parce que ils ont détruit tous les ponts Deir ez-Zor, hein. Il y avait un très grand pont et les deux autres, tout a été détruit. Les trois ponts. Ce qui est la preuve d'un plan hégémonique et d'un plan impérialiste, hein, parce que tout à fait. c'est pas pour sauver les civils, hein. Absolument pas. Ce n'est ni pour sauver les civils, ni pour combattre Daesh, ni pour combattre le terrorisme. Hein. En général, c'est vraiment c'est un plan de destruction de la Syrie, et je pense qu'il y a aussi une volonté de couper ou d'occuper cette partie, et pour couper tout lien possible et collaboration entre l'armée syrienne et l'armée irakienne. Oui. C'est pour sanctuariser en fait cette partie est. L'armée et la population. Ouais, c'est pour sanctuariser cette partie est de la Syrie, quoi. Hein, tout simplement. C'est probablement aussi une stratégie qui vise d'une manière plus générale, puisqu'on parlait de la portée internationale du conflit, enfin de la guerre terroriste en Syrie. C'est très probablement pour empêcher l'édification de la route de la soie, hein, qui part de la Chine. Hein. Tout à fait, tout à fait. Aussi, parce que de toute façon, dans les relations actuelles entre la Chine, la Syrie, la Chine, l'Iran,
La Russie, il y a une volonté effectivement de rétablir la route de la soie et la route du gaz. Hein. Oui. C'est la même chose aujourd'hui. Elles se suivent. Hein. Oui. Donc voilà, c'est un triste constat. catastrophe. Oui, yes, absolument. Voilà. Absolument. J'ai pas d'autres choses à vous, enfin aux questions que je pourrais vous poser. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Si vous avez envie d'ajouter d'autres choses, n'hésitez pas. J'ai envie d'ajouter un petit peu comment le peuple syrien vit tout ça et comment il est aussi optimiste. Oui. Il continue à créer et à réaliser quand même tout un tas de... Il résiste dans la beauté, en fait. Et donc, de plus en plus, les expositions de peinture, de sculpture, les créations artistiques se multiplient. Que les challenges, en fait, c'est les défis à tous les niveaux, dans les Olympiades internationaux, sports, oui. Oui, aussi bien dans le sport, il y a aussi des Olympiades de l'informatique, des mathématiques, de la physique, de la chimie, etc. Les Syriens remportent vraiment d'excellents prix et d'excellentes positions. En même temps, il y a tous les jours il y a une volonté de redémarrage au niveau de l'industrie, donc l'industrie textile redémarre peu à peu, l'industrie. Il y a des expositions tous les jours, des salons. Il y a eu des salons du tissu et du vêtement syrien. Il y a des salons des produits alimentaires, de l'industrie alimentaire syrienne, des produits de l'agriculture, etc. Donc c'est toujours aussi une ruche fantastique qui grouille de travail et de création. Et ça, c'est un point qui est important je pourrais dire, à l'actif du peuple syrien, qui continue à avoir la foi dans son pays et la foi dans la victoire, et tout le monde est complètement se donne complètement pour le pays et très clairement on croit tous à une grande victoire de la Syrie et un lendemain qui est comment dire positif et important dans la victoire non seulement du peuple syrien mais aussi de tous les peuples, parce que les Syriens sont conscients aujourd'hui qu'ils se battent pour l'ensemble des peuples du monde, pour qu'ils arrivent à déterminer, à l'autodétermination et à décider eux-mêmes de leur sort. Donc ça donne encore plus de force et plus de poids, je peux dire, à cette lutte. Et le message qu'on fait pratiquement tous les jours au monde entier, c'est que nous aimons notre pays, mais aussi de notre pays, nous vous envoyons un message d'amour. Et presque toutes les semaines, tous les week-ends, il y a une manifestation From Syria with Love, et puis une sorte de rassemblement I Love Syria, I Love Damascus. Aujourd'hui, il y avait une manifestation contre l'ostéoporose. L'autre jour, il y avait I Love Damascus avec les couleurs du drapeau syrien, etc. Donc, ce sont autant de messages de paix et d'amour que le peuple syrien veut adresser au monde, et en même temps conscient de sa force et de sa victoire prochaine. Et cette confiance en fait dans ses dirigeants, elle est très très importante, qui montre d'ailleurs qu'ils sont à la hauteur aussi, aussi bien dans la manière dont cette guerre est menée, dans la perspicacité et la sagesse pour reconstruire l'unité nationale et pour reconstituer ces réconciliations qui sont très très importantes.
et on pense que c'est comme ça qu'on réussira et que la solution est syro-syrienne inévitablement. Et elle se déroulera pas à Genève, elle se déroulera à Damas. Très bien. Merci Sarmidani de nous avoir offert cette vision générale, ces informations qui nous manquent cruellement en Occident pour se faire une opinion vraiment équilibrée, vraiment neutre et vraiment objective. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous et excellente soirée et plein de bonnes choses à tout le monde. Merci. Au revoir, Essa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.